Excellence, je vous présente en toute humilité la chapelle du Rosaire des Dominicaines de Vence. Cette œuvre m'a demandé 4 ans d'un travail exclusif et assidu. Et elle est le résultat de toute ma vie active. Je la considère, malgré toutes ses imperfections, comme mon chef-d'œuvre. Ce fut avec ces mots qu'en 1951, Henri Matisse, alors âgé de 82 ans et souffrant, présenta à la communauté la chapelle Notre-Dame du Rosaire, dont il avait dessiné les plans et les éléments décoratifs intérieurs. Cette petite chapelle, perchée sur une colline dans la ville médiévale de Vence, dans l'arrière-pays niçois, avait été sa passion dévorante et un travail d'amour qui a duré de 1947 à 1951. Alors que cette chapelle est admirée comme une œuvre révolutionnaire et connue de millions de personnes dans le monde, ce qui est moins connu, c'est l'histoire de sa construction. Un exemple classique des rencontres heureuses de la vie, un mélange de génie artistique, d'accidents historiques et de la relation unique de tendresse affectueuse qui unissait l'artiste et la femme que Matisse a considérée comme la véritable initiatrice de la chapelle, Sœur Jacques-Marie. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Bon, on va parler un peu sur Jacques. Je voulais vous dire, votre livre, Oui. Henri Matisse, La chapelle de Vence, c'est un livre vraiment exceptionnel, charmant, rafraîchissant, ouvert. Et en fait, il n'y a que vous qui auriez pu l'écrire. Faire la traduction, c'était une expérience tout à fait extraordinaire pour moi. Et j'avais l'impression que le monde devrait vous connaître mieux. Vous, votre amitié avec Matisse, votre histoire et le projet que vous avez entrepris ensemble. Ça a passé très vite. Ça a passé tellement vite que j'ai du mal à croire que ça fait 50 ans. Mais je regrette pas. Je regrette pas parce que, en faisant mon livre, c'est là que je me suis rendu compte de l'affection de Matisse pour moi. Mais c'est quand même, c'est reste pour moi un très beau souvenir. Il m'a appris énormément de choses, au point de vue humain comme au point de vue artistique, plus ou moins. Je regrette qu'une chose, de ne pas avoir été au dernier moment où il y était. Il est parti peut-être pas les derniers moments, mais au moins à l'enterrement. Il vous a empêché. On avait peur des journalistes. Il y a 60 ans, Sœur Jacques-Marie était une jeune femme du nom de Monique Bourgeois. Elle avait besoin d'argent pour aider sa famille ruinée par la guerre et elle était partie à Nice pour chercher du travail. 1 an plus tôt, en 1941, Matisse, qui habitait alors Nice, avait été opéré d'un cancer intestinal et il avait encore besoin des soins constants d'une infirmière. Il fallait changer ses bandages, il souffrait continuellement d'insomnie et les muscles de son estomac ayant été coupés, il ne pouvait tenir debout que pendant de très courtes périodes. Au milieu de l'année 1942, comme il avait besoin d'une personne pour remplacer quelque temps son infirmière attitrée, il fit passer une annonce à l'école des infirmières locales. L'artiste Henri Matisse cherche une infirmière de nuit, jeune et jolie. Je suis allée au bureau des infirmières pour trouver une place. Vous étiez déjà infirmière. J'avais que ma première année. Mais je ne l'ai pas dit. Vous ne l'avez pas dit. Il m'a dit c'est pas la peine de le dire. Bon, très bien, alors je ne l'ai pas dit. Il n'a pas su. Bon, alors je suis allée donc là, et alors c'est là qu'on a demandé, que Matisse a demandé une infirmière de nuit, qui soit jeune. Ouais, jolie, oui, jeune, et pas... oui, jeune. Alors, moi j'ai répondu jeune, je le suis, mais le reste, je sais pas. Alors elle m'a dit, ben, allez-y toujours, vous verrez bien. Ah bon, alors j'y suis allée, c'est comme ça. Vous étiez au courant de fait qu'elle était un artiste très connu. Alors, oui, Baptiste, elle m'avait dit que c'était un artiste peintre. Alors, très connu, moi je ne le connaissais pas du tout. Je ne le connaissais pas du tout, mais pas du tout. Alors, bon, qu'il soit connu ou pas connu, c'était un artiste et c'est ça, ça m'a fait un peu tilt.
parce que j'avais un petit peu peur. Matisse était vraiment une personnalité imposante. Il vivait avec son assistante et secrétaire de longue date, Lydia Delektorskaya, dans un immeuble majestueux, le Regina. Alors, je suis allée au Regina. J'ai sonné et Madame Lydia, c'est là Madame Lydia qui m'a ouvert la porte, la secrétaire de Matisse, et qui était là depuis un moment, une Russe. C'était une grande femme qui était très très belle, mais alors elle était blanche, vous savez que c'est le teint de Russe, mais blanc, et les yeux bleus, vraiment, les cheveux blonds blancs, vraiment, elle était très très typique. Bien, mademoiselle. Alors, si vous voulez venir voir monsieur. Alors. Ah, et puis, je suis rentrée. Il y avait une statue devant. Une grecque, je crois. Alors, il était tellement grand, il était tout nu, et le sexe était pouf, en pleine figure. J'ai dit, bon, ben ça va, on s'amuse. C'était votre première impression, on s'amuse. Oui. Alors, elle m'emmène chez Matisse, qui ne me regarde pas d'ailleurs. Il avait les yeux fermés, mais j'ai l'impression qu'il me regardait à travers les cils, oui. Alors, il ne me regardait pas, et puis elle me montre ce qu'il fallait faire, au point de vue soins, parce que c'était quand même un gros malade, et qui avait été opéré, et qui avait besoin de beaucoup de soins. Il a eu une occlusion intestinale, mais causée par un cancer. Ça, il ne le savait pas. Alors j'ai passé la nuit, il fallait lui préparer un petit quelque chose pour la nuit. On lui faisait manger quelque chose, il lui faisait les toilettes, les pansements bien sûr, les toilettes, et puis voilà. Et ça s'est passé comme ça, il parlait pas trop, c'était pas très drôle. Et puis alors après il me demandait de lire, de lire, alors qu'il fallait que j'aille chercher un livre dans la bibliothèque. Moi, les livres de bibliothèque, vous savez, je sais pas. Alors j'ai pris n'importe lequel, vite, j'ai pris le premier venu. Faites voir. Non, c'est pas pour vous ça. Allez le reporter en place. Alors j'ai remis bien sagement le livre en place. J'en ai pris un autre. Alors ça a été. Ça a été. Alors ça, c'était la première nuit. Oui, dans les premières nuits, tout ça. Et puis il y avait la deuxième et puis, vous alors avez dit après. il a commencé à parler, il m'a questionné. Alors j'ai parlé de ma famille, et puis lui m'a parlé de la sienne. On a parlé comme ça, on a échangé beaucoup. Un jour, il s'est levé, il m'a emmené dans le petit salon de marbre qu'on appelait. Et il y avait des peintures. Alors, moi, j'étais pas tellement habituée à ces peintures. Alors, bien sûr, quand j'ai vu ces peintures, j'étais un petit peu surprise. Alors, il m'a dit, qu'est-ce que vous en pensez? Il avait vu mes dessins, alors c'est pas du tout pareil. Alors, je lui ai dit, ben, monsieur, j'aime beaucoup les couleurs, mais le dessin, pas trop. Ah, il m'a dit, ben, c'est très bien. Au moins, vous ne me dites pas, cher maître, c'est ravissant et que vous pensez le contraire. Et il était très content, je crois qu'il l'a raconté plusieurs fois. Enfin, voilà. Il savait que je peignais un petit peu. Alors, il m'a fait demander mes peintures. Alors, je lui ai montré. Il m'a expliqué comment il fallait faire, tout ça, comment il fallait voir la perspective. Il y a beaucoup de choses qu'il m'a appris quand même. Matisse a commencé à marcher avec moi. Nous avons descendu le grand ascenseur du Regina et puis on a marché le long des arènes. Là, il s'appuyait sur mon bras, mais il était très lourd et puis moi j'étais assez frêle à ce moment-là. Et nous avons parlé des arènes, des peintures, de mes études. Il a parlé de beaucoup de choses de ce genre. Il était fatigué quand même. Après, il a loué une voiture et on a pris la voiture et on est parti avec la voiture. C'était beaucoup plus simple. C'était moins dur pour moi. Quand je suis partie, il m'a demandé mon adresse. Et puis un beau jour, je reçois un coup de téléphone et il me dit, si vous voulez venir, c'est pour poser. Quoi? Pour poser? Mais vous avez bien vu comment je faisais mes tableaux. Alors par conséquent... C'était Matisse au téléphone? Oui, Matisse au téléphone. Alors, j'ai dit... Mais pourquoi ça vous trouve drôle? Ben oui, parce que... Non,
Pourquoi vous étiez si surprise? Eh bien parce qu'à la maison, on disait que j'étais laide. Je ne pouvais pas faire, papa. Et que je leur ai dit d'ailleurs, je dis, c'est pas moi qui me suis faite, hein. C'est vous autres qui m'avez fait. Donc par conséquent, hein, ça suffit. Madame Lydia m'a fait passer dans la pièce à chiffon, m'a choisi la robe. Alors il fallait que j'ai les bras découverts. D'ailleurs, vous n'avez qu'à remarquer, sur les tableaux, j'ai toujours les bras découverts. Elle m'a fait mettre des bijoux qui étaient faux. Des faux bijoux. Alors après, je me suis présentée devant Matisse. Asseyez-vous. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors comme ça, les séances de pause ont commencé. Le premier tableau, c'est Monique. Je n'aime pas. Ben, c'est mon nom. Moi, j'avais cru qu'il avait fait un tableau comme on a l'habitude de voir, vous savez, presque les grands peintres que j'avais vus, des tableaux, des beaux portraits. Puis alors, il était toujours en train d'effacer, il était toujours en train de... Alors, à la fin, j'ai quand même regardé et j'ai été vraiment très déçue parce que ça me ressemblait et je trouvais pas que c'était bien. Alors, je le lui ai dit. Alors, il m'a dit, mais oui, mais si je veux un tableau, quelque chose de bien, je fais une photo. Et ça sera beaucoup mieux que mon tableau. Il a fait 4 tableaux et beaucoup de dessins. De dessins à la plume et de dessins au fusain et tout. Chaque fois, il vous a téléphoné? Ah oui, non, il prenait rendez-vous, j'avais rendez-vous. Je savais que je devais venir tel jour, à telle heure, et puis voilà. Et puis, il ne s'agissait pas d'être en retard. Il faut que vous allez tâcher de vous laver les cheveux de la tête parce que j'ai les cheveux très souples. Alors un jour, j'ai voulu faire un rager, j'ai dit je vais me couper les cheveux. Alors, ah non, ne faites pas ça. Je les avais 2 millions. Je crois que quand on connaît un artiste, on comprend ses peintures. Parce que c'est dans ses peintures que tout l'être de tout le peintre passe. Qu'est-ce que vous avez vu? Quels aspects de sa personnalité vous avez vu dans... Sa sensibilité. Et puis sa joie. Parce qu'il était joyeux. C'était un homme qui paraissait pas joyeux comme ça, pas très... Mais il était très très gai. Il m'en a raconté des histoires. Il m'a raconté... Il me taquinait. C'était inimaginable, vous pouvez pas... Avec Madame Lydia aussi. Quelquefois, elle lui répétait les gros mots qu'il disait, alors elle disait « Oh, cette cosaque !» Donc, j'ai passé un très très bon moment avec lui. Très très bon. Ça a été pour moi, je vous dis, pour moi, je me suis ouverte vraiment avec lui. Et quand je suis allée chez Matisse, c'était un havre de paix. Bien qu'elle ne fût plus son infirmière, Matisse et Monique restèrent en contact pendant les mois suivants. Elle l'aida avec son travail et continua de poser pour lui. Leur amitié s'approfondit à mesure que le temps passait. Le sud de la France n'avait pas échappé aux épreuves de la guerre. Ce n'était partout que privation. Personne n'était à l'abri. Matisse aida ses amis en fournissant de la toile à Bonnard et de l'huile à Rouault. Nice ne produit rien. Il n'y avait que des fleurs. Alors ils ont bien arraché les œillets, ils ont bien arraché les rosiers, tout ça pour planter, pour avoir des légumes. Mais les légumes ne venaient pas parce que la terre n'était pas bonne. Alors c'était des carottes, elles étaient pas plus grosses que mon petit doigt et toutes tordues dans tous les sens. C'est inimaginable, vous ne pouvez pas savoir. Là, on a eu vraiment faim. Un jour, maman est arrivée. Mon père n'était pas mort à ce moment-là. Maman est arrivée du marché. Elle était allée à 5 heures du matin. Elle est arrivée, elle a dit, écoutez, j'ai rien à vous donner à manger. Il n'y avait rien. On n'avait pas de lait. Et nous, le lait, ça nous manquait quand même. Mon père aussi était malade, il m'a dit,
Alors vous savez ce qu'on faisait? On échangeait les bouteilles de vin pour du lait. Matisse me donnait à manger. Il m'avait donné des tickets, il m'avait donné du sucre, parce qu'il trouvait que il manquait du monde au balcon. Ce qu'il appelait le monde au balcon. 1943 amena des menaces d'évacuation dans quelques parties de la Côte d'Azur. On camoufla les bâtiments à Nice et il y eut même des bombardements non loin du Regina. Matisse, de même que Picasso, refusa toutes les invitations à quitter la France, disant « J'aurais l'impression de déserter. Si quiconque ayant quelque valeur quitte la France, que restera-t-il pour la France ?» Matisse se déplaça de 16 km à l'intérieur des terres et monta au village de Vence, où il s'installa dans une villa louée, Le Rêve. Il semblait que les chemins de Matisse et de son infirmière modèle allaient diverger. Mais le destin intervint pour une première fois, qui allait être suivie de beaucoup d'autres occasions dans leur vie. Monique fut sérieusement atteinte d'une alerte de tuberculose et fut envoyée dans une maison de convalescence des Dominicaines, le foyer Lacordaire, situé parmi tous les endroits possibles, à Vence, presque en face de la villa de Matisse. J'ai fait de la peinture sur... il a fait des modèles, il a fait des dessins. Et puis j'ai fait de la peinture sur des papiers de dessin, des feuilles de dessin, des grandes feuilles, qu'il découpait ensuite. Parce qu'il avait commencé à faire ses découpages. J'en ai peint des kilos. Des kilomètres plutôt, de toutes les couleurs. Et puis à ce moment-là, comme j'étais malade, alors j'étais pas religieuse, j'ai repris ma liberté. Il m'a demandé de poser, j'ai posé. Puis on discutait, on se taquinait. Il était très très taquin. Non, moi j'ai passé des journées très agréables avec lui. Mais à l'insu de l'artiste, Monique approchait d'un tournant crucial de sa vie. À la fin de 1943, elle quitta Vence avec l'intention d'entrer au couvent des Dominicaines à Monteil. J'y avais déjà pensé longtemps à l'avance. Plusieurs fois j'y avais pensé. Et puis vous savez, je repoussais plus ou moins. Et puis alors jusqu'au jour où je me suis quand même décidée. Et en plus, il faut que je vous dise que les docteurs m'avaient dit qu'ils ne me donnaient pas cher de ma vie, de ma santé. Alors, plutôt que de faire une vie un peu, comment dirais-je, gâchée, pas gâchée, mais ratée. Alors j'ai voulu me donner à plein, et voilà, c'est pour ça que je suis partie au couvent. Pour Matisse, ça a été un petit peu un drame, parce que Madame Lydia m'a dit surtout ne le dites pas. Alors je suis repartie au foyer, peut-être une demi-heure après que j'étais revenue, j'ai reçu un coup de téléphone de Matisse. Alors, oui, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes folle. Alors, j'ai dit non, monsieur, mais non. Oui, mais enfin, moi, je voulais vous faire travailler le dessin. Et puis voilà, maintenant, je voulais vous donner de l'argent. Alors, il me voulait me donner un tas d'argent. Beaucoup d'argent. J'ai dit, écoutez, non, c'est pas pour l'argent. Je regrette, mais je rentre. Mais j'ai su après qu'il n'avait pas travaillé pendant 2-3 mois. Parce que ça lui avait fait un choc. Matisse répondit par des lettres passionnées. « Chère sœur Monique Bourgeois, j'ai eu bien souvent envie de vous écrire, mais n'ai su comment faire. Je suis tellement loin de votre vie actuelle. Je sais pourtant que ce n'est qu'apparemment, car j'ai, comme vous, toutes mes forces portées vers le même horizon spirituel. Et mon effort ne diffère qu'apparemment du vôtre. Vous savez comme je travaille. Nous avons des routes qui se côtoient dans la même région spirituelle. J'ai entrepris des illustrations de poètes qui sont réussies. Dessinez-vous encore? Et votre santé, vous avez besoin de ménagement. Et il termine. Croyez à mon souvenir et aux vœux que je forme ardemment pour la réalisation de votre idéal. Il semblait que Matisse acceptait le fait de voir son modèle au couvent.
Monique, qui avait pris le nom de sœur Jacques-Marie, lui écrivit et n'hésita pas à entrer droit dans le vif du sujet. Elle expliqua que malgré tout ce qu'ils avaient partagé, il y avait maintenant quelque chose qui les séparait, les sacrements. Sa réponse arriva le 20 juin. Et quelle réponse ce fut! 10 pages débordantes, remplies de mots raturés, qu'elle dut relire plusieurs fois pour être sûre de ne rien manquer. Il était clair que sa lettre était écrite avec un certain antagonisme. En fait, il était furieux. Je n'ai pas de leçon à recevoir au bout de ma vie de sacerdoce. Je n'ai pas eu besoin de sacrements pour glorifier la créature tout au long de ma vie. Je suis allé jusqu'à Tahiti pour admirer sa jolie lumière, afin de la porter par mon travail jusques aux autres. Vous priez pour moi? Merci. Demandez à Dieu de me donner, dans mes dernières années, la lumière de l'esprit qui me tiendrait en contact avec lui, qui me permettrait de terminer ma carrière longue et laborieuse parce que j'ai toujours cherché rendre aux aveugles sa gloire évidente par nourriture exclusivement terrestre. Voici pour vous, chère sœur Jacques-Marie, ma profession de foi. Provoquée par votre lettre, je vous en suis reconnaissant. Le besoin de vous répondre m'a obligé à trouver dans mon plus profond des choses que je ne formule jamais avec des mots, car je n'éprouve pas le besoin de les dire à d'autres. En 1946, elle retourna à Monteil et en septembre, prononça ses premiers vœux. À nouveau, une occasion fortuite changea le cours de leur vie. La tradition aurait voulu qu'elle fût envoyée n'importe où en France, sauf dans la ville d'où elle venait. Cependant, elle fut renvoyée à Vence comme sœur infirmière. À nouveau, la jeune religieuse et le vieil artiste se retrouvaient, et l'affection de Matisse pour elle se manifesta par de gentilles taquineries. Par exemple, quand il me offrait la tasse de thé, à ce moment-là, c'était interdit de prendre chez quelqu'un. C'était d'ailleurs c'était pas mal, parce que ça permettait... il fallait faire attention, il ne fallait pas aller boire partout. Bon. Alors il m'offrait un peu de tasse de thé, mais non monsieur, je ne peux pas. Pourquoi vous ne pouvez pas? Parce que je ne peux pas. Avant, je pouvais, quand j'étais pas religieux, je pouvais prendre le thé chez lui. Alors il dit, bon, Madame Lydia, apportez-moi une tasse de thé, versez-lui le thé, qu'elle aille le boire au foyer, et puis qu'elle me ramène la tasse. Hein. Voilà, c'est des trucs comme ça, c'est des choses de taquinerie. La tendresse de l'artiste pour elle fut remarquée et exprimée à ses amis. Il écrivit à Walter Caron. Lorsque ma dominicaine passe à bicyclette sur la route de Saint-Janet, on ne pense plus à rien d'autre qu'à la regarder. Oui, c'est vrai. Je sais pas s'il me voyait beaucoup, enfin. Mais ça vous dit quelque chose, ça, toi, ça vous... Ben oui, oui. C'est flattant. Oui. Tout le monde disait qu'il était amoureux de moi. Je ne pense pas quand même, mais en fait, ben, il m'aimait bien, puis c'est tout, voilà. Je vous dis, moi je le considérais comme mon grand-père. Mais vous considérez comme sa petite fille? Oui, je crois. Oui. Et il y a cette fameuse lettre qu'elle avait envoyée à André Rouvert. Je viens d'avoir la visite de ma religieuse, celle qui a posé pour le tableau qu'on appelle l'idole. Elle est dominicaine, c'est toujours une magnifique personne. Nous causons de choses et d'autres sur un certain temps, un peu de douce taquinerie. Lorsqu'elle était partie, Madame Lydia m'a dit son étonnement sur notre mode de conversation. Je sais ce qui la frappe, ses connaissances, certaines tendresses, même inconscientes. J'ai résumé ce qui se passe dans l'esprit de Lydia en disant que c'est une sorte de flirt, ou je préfère dire flirt, car c'est comme un peu comme si nous nous jetions des fleurs à la figure, des roses effeuillées, et pourquoi pas? Rien ne défend cette tendresse qui se passe de mots et qui déborde des mots aussi. Oui. Mais c'est Madame Lydia aussi qui était un peu tordue. Non, je sais pas. Au foyer Lacordaire, il n'y avait pas de chapelle. Ou alors, elle était faite dans un vieux garage. Et le toit était percé, on y mettait des lessiveuses, enfin c'était un peu lamentable, puis c'était très petit. Alors naturellement, les sœurs n'avaient qu'une idée, c'était de construire une chapelle. Sœur Jeanne du Saint-Sacrement était sacristine, mais elle était très malade.
Et elle était sur le point de mourir. Et avant de mourir, elle m'avait dit, écoutez, Sœur Jacques, vous tracassez pas, vous aurez la chapelle, je m'en occuperai, là-haut, quand elle était morte. Alors, bon, on s'est dit, bon, c'est bien, on est bien content qu'elle dise ça, mais enfin. Et puis, elle est morte, et je suis restée à la veillée une partie de la nuit. Alors, bon, j'ai prié, bien sûr, pendant un moment, mais après, j'ai pris mon crayon, et je me suis mise à dessiner. Et j'ai dessiné une Assomption qui était un genre de vitrail. Je suis allée voir Mathis, j'ai dit tiens, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Et Mathis a dit il faut le faire en vitrail et puis vous le mettrez à votre chapelle. Mais monsieur, on n'a pas fait le plan. Ah ben ça fait rien, on fera le plan suivant la forme du vitrail. Je dis c'est pas vrai. Enfin, ça venait de lui quoi. Alors. Mais c'était son idée à lui. Ah oui. Et vous ferez le vitrail. Je vous montrerai comment faire, mais vous le ferez. Alors, je vais à Monteil à ce moment-là pour faire une retraite. Et j'en parle à ma prieure générale. Laissez-le tomber, il ne pensera plus. Mais moi, je savais très bien que quand il avait quelque chose dans la tête, il ne l'avait pas au pied. Et il s'en rappellerait. Alors, comment faire? Et puis est arrivé sur ces entrefaites le frère Ressiguier, qui se reposait à Saint-Paul-de-Vence, chez les dominicaines de Passe-Preste. Il voit ma supérieure, puis il lui dit, dites, il y a quelque chose d'intéressant à voir par ici dans la région. Ah ben oui, vous avez Mathis qui est à côté. Ah oui, mais comment faire pour rentrer? Eh bien, vous n'avez qu'à dire que vous êtes architecte et que... Architecte, ils ont inventé. Et oui, vous êtes architecte et que vous venez pour le vitrail de Sœur Jacques et puis la construction de la chapelle. Bon, moi je dis rien, moi, c'est elle qui décide, qu'elle se débrouille. Alors, il commence à mesurer le terrain, de long en large, je le vois encore avec ses grandes jambes. Et puis, il va chez Mathis. Au bout de 2 heures, il revient. Sœur Jacques, la chapelle est prête. Elle est faite. Quoi? Oui. Et c'est lui qui fait les vitraux. Ah, ben très bien. Ça y est, ben, je vais respirer, moi, maintenant. Oui, c'est lui qui les fait. C'est pas vrai. Alors, j'ai dit, mais il faut en parler à Mère Gilles. Elle m'a dit, ma mère, il va falloir que vous préveniez quand même Monteil, parce que, vous savez, avec Mathis, c'est pour pas s'amuser. Mais ma supérieure n'a pas accepté ça. Et elle a dit, il n'y a rien à faire, il n'y aura pas de chapelle. J'ai dit, écoutez, ma mère, le mieux, ce serait que vous en parliez à ma prieure générale, parce que Mathis ne pourra pas tenir sa langue, et il va le dire, et tout le monde le saura. La prieure générale l'a su par les journaux. Alors naturellement, ça fait un grand boom dans la congrégation et surtout dans la maison. Et Mère Gilles a tenu bon, elle dit non, il n'y en aura pas. Mais je dis c'est impossible, Mathis en a parlé. Heureusement, le père couturier était là. Et il a calmé Mère Générale, qui était un peu suffoquée, bien sûr, parce que c'est un jour. Et après, eh bien, Mère Générale a dit à ma supérieure, la chapelle se fera. Et naturellement, elle s'est faite, et voilà. Depuis les plans initiaux pour la chapelle jusqu'aux innombrables études qui menèrent à sa construction, aucun détail n'échappa à son attention. Mais le chemin ne fut pas toujours sans heurts et fut semé d'obstacles inattendus de toutes sortes. La bénédiction et la pose de la première pierre de la chapelle eurent lieu en décembre 1949. Ce fut un moment de grand cérémonial qui révéla aussi les tensions grandissantes que suscitait le rôle de sœur Jacques-Marie dans la construction de la chapelle. La bénédiction a eu lieu, puis il y avait des gens il y avait des ouvriers qui étaient dans un coin comme ça. Eh, ma soeur, vous savez comment ils font? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Venez voir un petit peu par là. Alors je viens, mais je ne pensais pas du tout à... Et qu'est-ce qu'il y avait derrière eux? C'était les caméramans. On demande sœur Jacques. Moi, je bouge pas. Il n'y avait pas la mère supérieure ni la mère générale. Je ne pouvais pas, je fais le tour de tout le monde. Je dis, il n'y est pas, je ne bouge pas. Et puis, c'est une sœur qui m'a poussé en avant. Elle m'a dit, telle est là, monseigneur. Alors, bien sûr, qu'est-ce que j'ai fait? Venez ici. Alors, je suis allée. C'est là qu'il y a les photos. Et bon.
Et puis tout d'un coup, Monseigneur Raymond se retourne et il voit Mère Gilles qui arrive en courant avec Mère Agnès. Alors il fait, et ces deux-là, regardez-les, elles sont jalouses. Je me suis fait attraper. J'y étais pour rien. Et c'était pas de votre faute? Non. Alors vous étiez vraiment piégé? Ah ben oui. Bon, ça faisait partie des problèmes. Ça a donné des petits problèmes comme ça. Pendant tout ce temps. Enfin, ça a passé, c'est passé. Mais enfin, n'empêche que c'est quand même pas drôle, vous savez. Mais ça faisait partie de l'angoisse que vous avez souffert. Oui, Vous avez dû oui. subir. Ah oui. Je crois que les jeunes de maintenant, je ne sais pas si elles tiendraient le coup. On se l'est dit plus d'une fois, elles n'auraient pas tenu. Tandis que moi, ce que j'avais dans le caractère, c'est que plus on m'en faisait voir, plus je m'accrochais. J'étais comme ça. Selon les mots exacts de Matisse, sœur Jacques-Marie était la véritable initiatrice de la chapelle. Alors qu'elle refuse fermement cet honneur, elle reconnaît avoir servi de liaison entre Matisse, sa communauté religieuse, les divers artisans qui aidèrent Matisse, et enfin le public en général. De plus, elle a activement participé à la réflexion conceptuelle, en aidant parfois Matisse directement ou à d'autres occasions, en lui faisant part de ses propres observations à mesure que son travail progressait. Matisse m'a demandé de faire une maquette au 10e. Alors, moi, vous vous rendez compte, le 10e, ce que ça fait? Alors, j'ai été chercher du contreplaqué. Je l'ai découpé avec une scie à découper, une scie à main, comme ça. Et puis, j'ai monté ma maquette, mais il fallait dessiner, il fallait faire tous les vitraux aussi. Et puis, je l'ai bien essayé de le tenir, mais vous savez, c'était du contreplaqué et j'avais pas tellement d'outillage pour pouvoir faire ça. Enfin, je l'ai fait. Et j'ai été le porter à Matisse, alors il a été ravi comme tout, et c'était celle-là qu'il a aimé fait travailler. Il a fait le sol, il a fait les vitraux, les céramiques aussi, il a tout fait là-dedans. Et alors, je l'ai emmené à Matisse. Mais ma supérieure n'était pas contente, parce que j'ai amené cette maquette là-bas. Alors j'ai dit, ben, oui, mais il l'a demandé, il faut que je le fasse. Oui, mais cette chapelle ne se fera pas. Ben oui, peut-être, mais elle se fait maintenant, donc par conséquent, il faut le faire. À partir de ce moment, Matisse se plongea corps et âme dans le projet, durant ce qu'il décrivit comme 4 années de travail absorbant qui représentaient pour lui le point culminant de sa carrière. Il utilisait les moyens qu'il avait déjà employés, dessin, découpage peint, sculpture et tous les motifs qu'il avait développés dans son travail précédent. Chaque détail l'obsédait. L'intérêt est certainement de donner avec une surface très limitée l'idée de l'immensité. Le rôle de toute la peinture décorative est d'agrandir les surfaces, de faire en sorte que l'on ne sente plus les dimensions du mur. Dans la chapelle, mon but principal était d'équilibrer une surface de lumière et de couleur avec un mur plein au dessin noir sur blanc. Matisse est un peintre de la lumière. Pour lui, c'était ce qu'il y avait de plus important. Et alors, quand il a réalisé, quand il a vu cet échantillon de vitrail et qu'il a réalisé que c'était bien, il était ravi, ça, il était ravi. Il voulait que la lumière se reflète sur ses carreaux, c'est surtout ça. Il voulait donner un peu de vie à ces carreaux qui étaient noirs et blancs. Il a fait plusieurs études de vitraux. Il a fait la Jérusalem céleste, c'était des carrés de couleurs, de différentes couleurs. Et puis il a fait les abeilles. Les abeilles, j'ai trouvé jolies les abeilles. Il a fait du noir et du blanc dedans pour reproduire le costume des sœurs. Et puis il y avait du rouge, il y avait un peu de toutes les couleurs. Et puis, il a pris ce modèle-là comme pour décorer ses vitraux. Il a choisi le figuier de Barbarie, qui est un figuier qui pousse dans la région et qui est très résistant.
ça représente le grand vitrail derrière l'autel. C'est comme un rideau qui se lève. Vous voyez, vous avez la chose ronde en haut, et puis ça descend comme ça. C'est un rideau. Il a repris 3 couleurs. Le bleu outre-mer, le vert émeraude et le jaune citron. Et le jaune, il l'a dépoli un petit peu pour qu'il ressorte davantage. On a eu beaucoup de mal à trouver ce jaune. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est très difficile. Ce qu'il y avait, moi, je sais que j'ai fait la réflexion, j'ai dit oui, mais alors, bleu, vert et jaune, on va avoir une drôle de tête, on va avoir une drôle de mine. Mais vous vous occupez de votre mine, moi, à la chapelle? Ben non, monsieur, mais enfin, si on est un peu trop cadavérique, c'est pas très joli non plus. Alors, ben on verra bien s'il faut du rouge, je mettrai du rouge. Et puis, il a fait un morceau de vitrail qu'il a mis dans son atelier à Regina. Et qu'est-ce qu'on a vu par terre? Le rouge. Alors qu'il y avait du bleu, du vert et du jaune. La couleur complémentaire ressortait. Souvent, c'est mauve. Ce qu'il y a d'intéressant dans cette chapelle, c'est que vous pouvez regarder dans la chapelle, tout est différent. Que ce soit à n'importe quelle heure du jour, de la saison, tout est différent. C'est très curieux. Et un jour, il y avait beaucoup de soleil et il y avait un petit garçon de 3 ans qui mettait ses 2 mains devant le vitrail, puis se retournait pour montrer ce qu'il avait dans les mains, la couleur du vitrail dans les mains. Il se retournait à sa mère et naturellement, les couleurs n'y étaient plus. Oui. Et c'est là que je lui ai dit, oui mais monsieur, on voit tout l'extérieur. Eh bien oui, bien sûr, il faut que vous priez pour ceux qui sont à l'extérieur. Bien monsieur. Alors, et voilà. Comme on pouvait s'y attendre, l'engagement sans précédent de Matisse dans la construction de cette chapelle moderne n'avait pas échappé à l'attention de la presse. Match est venu, et je ne sais pas pourquoi il m'a énervé, je l'ai renvoyé. Et alors il m'a photographié sur le pas de la porte, j'ai les bras croisés comme ça, et je suis comme ça. J'étais furibarde. Ils m'ont demandé, mais vous avez jamais posé nu? J'ai dit non. Mais si vous l'avez demandé, mais il ne me l'aurait pas demandé. Et pourquoi il ne me l'aurait pas demandé? Parce qu'il savait très bien qu'il tombait sur un échec. Il n'aurait pas demandé, ça je suis tranquille. Aucun article du journal n'a pu dire quoi que ce soit. Les titres, oui. 2 femmes dans la vie de Matisse. 800 millions à Sir Jacques. Des trucs comme ça. La rencontre d'un peintre avec une religieuse a donné naissance à la chapelle. C'est des trucs comme ça. Mais on ne pourra pas dire que il y avait des histoires mauvaises, quoi. Je n'ai jamais eu. Heureusement. Alors, j'ai été trouver Matisse et je lui ai dit, écoutez, non, là, c'est quand même exagéré. Alors, il ne bougeait pas, il était un peu les yeux dans le vague, comme ça. Et puis, alors, au bout d'un moment, il dit, bon, on pourrait écrire. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire un remue-ménage, ça va marquer davantage dans les journaux. Là, demain, ils sont au water, ces journaux. Matisse n'était pas sans problème personnel. Il s'inquiétait de sa santé qu'il voulait maintenir pour pouvoir consacrer à la chapelle la formidable énergie qu'elle exigeait. Il s'inquiétait de ses finances. Il lui fallait maintenir son autonomie en tant qu'artiste dans l'équilibre fragile entre les positions conflictuelles des communautés artistiques, religieuses et politiques. Il craignait toujours parce qu'il avait été insulté plusieurs fois et ça, c'est sûr que... Moi, j'ai vu des lettres qui sont arrivées chez lui, ben, je vous assure que... Je ne sais pas si je vous les ai racontées, mais enfin, c'était pas du gâteau. Il y avait toujours des insultes. Il y avait des insultes, il y avait... Tu peins avec de la merde. On lui a dit ça? Oui, sur les lettres. Alors, Matisse, ça le faisait un peu... Il faisait un peu de peine, naturellement. Alors, il a fini par me dire, oh,
il vaut mieux qu'on me dise ça parce que de rien dire et puis de ça passer inaperçu. Ça, c'est sûr. Mais enfin... Et pire encore, certains de ses amis se retournèrent contre lui. Picasso, en particulier, émit des doutes sur sa décision de construire une chapelle. Picasso m'a demandé « Croyez-vous en Dieu ?» Oui, quand je travaille. Je sens comme si j'ai été aidé par quelqu'un qui me conduit à faire des choses plus grandes que moi, plus grandes que ce que j'ai fait auparavant. Picasso était furieux que je fasse une église. Pourquoi est-ce que vous ne feriez pas plutôt un marché? Vous y peindriez des fruits, des légumes. Je serais d'accord si vous étiez croyant. Dans le cas contraire, je pense que vous n'en avez moralement pas le droit. J'ai répondu « Pour moi, tout cela est essentiellement une œuvre d'art. Je ne sais pas si j'ai ou non la foi. L'essentiel est de travailler dans un état d'esprit proche de la prière. » Mais ces problèmes ne dissuadèrent ni Matisse ni Sir Jacques. Ils travaillèrent simplement encore plus. Matisse choisit 3 panneaux de céramique monumentaux pour décorer sa chapelle. Saint-Dominique, le patron des dominicaines, la Vierge et l'Enfant, et le chemin de croix. Du début à la fin, Sir Jacques nota soigneusement la foule de détails liés à la construction de la chapelle. Au début, il voulait faire... On avait des carreaux de faïence qui ont été faits à la main pour qu'il y ait un petit peu de mouvement, un peu de lumière qui joue dedans. Alors, mais elles n'étaient pas émaillées. Alors, on les a étendues par terre, dans l'atelier du Regina. Il avait commencé par mettre l'émail blanc, et après, il a dessiné le noir dessus. Seulement, c'était tellement fragile qu'il ne pouvait pas faire de retouches. Et alors, on a décidé de faire cuire les faïences avec l'émail blanc et de dessiner après avec le noir et de faire recuire. Malheureusement, dans cet arrivage, il y en a eu une 50% au moins de cassés. Alors là, désespoir de tout le monde, bien sûr. Et c'est Picasso qui est venu et pour essayer de l'encourager. On a fait une estrade avec des tiroirs de commode pour essayer de rehausser de manière à ce qu'il voit les carreaux beaucoup plus haut et qu'il y ait un peu de perspective. Il y en avait de tous les côtés, alors il montait dessus. Et puis, mais moi, ce que j'admire, je ne sais pas si vous voyez un vieillard quand même, bon, 75 ans, avec une gaule de 3 mètres au moins, et au bout, pas un pinceau, mais un chiffon dans lequel il avait trempé l'émail pour dessiner. Mais pour dessiner, il faut faire ça comme ça, et c'est lourd. Mais il arrivait à le faire. Ah, ça c'était formidable. Et les dessins sur les murs, c'était la même chose. C'était avec une gaule et un bout d'un fusain au bout, et il dessinait comme ça. Il fallait qu'il ait la force du poignet, vous savez, pour y arriver, hein. Matisse disait que quand il faisait un dessin, il fallait qu'il puisse le refaire les yeux fermés. Le Saint-Dominique, par exemple, il faisait le Saint-Dominique, et bien il le dessinait, mais il fallait qu'il le fasse les yeux fermés pour bien posséder son sujet. Alors, il s'appliquait à dessiner sans trop regarder, et puis après, bon, ouais, quand il le possédait bien, il le faisait. Qui était le modèle? Comment tu l'as trouvé? Alors, parce que il me voyait tout le temps en dominicaine. Et alors, chaque fois qu'il dessinait, ben, c'était une femme. Alors, quand même, Saint-Dominique, c'était un homme. Alors, c'est le père couturier qui a posé. Parce que il était grand, c'était un grand, ça allait bien, c'est très bien. Alors, le père couturier a posé. Le père Avril a dit que dans les cahiers de Matisse, il y avait plus de dominicains que dans son couvent.
La Vierge, il en a fait plusieurs sur les murs en dessinant avec un fusain, grandeur nature, grandeur de la chapelle. Parce que l'appartement de Matisse était très grand, presque aussi haut que la chapelle. Je crois qu'il faisait 4,50 m et la chapelle à 5 mètres. Alors les études pour la Vierge, bien sûr, il y a eu beaucoup d'essais. Il y a eu une Vierge où il y avait sur les robes, beaucoup d'étoiles, de choses comme ça. Et puis autour, il y avait des fleurs, parce que c'est Notre-Dame du Rosaire. Et alors, il voulait des roses, il voulait des choses comme ça. Et je crois que quand il a eu fait sur la céramique, il a supprimé toute la décoration de la robe de la Vierge, parce que c'était trop surchargé en comparaison de tout le tour autour, de tous les rosaces qui étaient autour. Et voilà, c'est pour ça, je pense que c'est comme ça. La Vierge, elle voulait une enfant, quelqu'un de la pureté de l'enfant. Alors il a choisi une petite fille là. Il voulait une fille qui soit pas adulte, qui ne soit pas formée. Saint-Dominique, ça s'imposait, nous étions dominicaines. On était de Notre-Dame du Rosaire, ça s'imposait. Et puis le chemin de croix, dans la chapelle, on met un chemin de croix. J'avais vu tous les dessins qu'il avait faits, toutes les études, qui sont très beaux. Et je me disais, s'il me fait des chemins de croix comme ça, c'est très bien. Et un jour, je suis allée chez lui. Et alors, quand, au bout d'un moment, il me dit, passez là-bas à l'atelier. Je passe à l'atelier, qu'est-ce que je vois par terre? Le chemin de croix tel que vous l'avez ici, au mur. J'ai reçu un coup dans l'estomac. J'ai vu par terre tous, j'allais dire le gribouillage, mais c'est pas le gribouillage, mais enfin tous ces dessins. Je me suis dit, mais comment je vais le faire accepter par les sœurs? Parce que c'était ça surtout mon problème. Moi, j'étais déjà habituée au dessin de Matisse. Bon, ça m'a étonnée naturellement parce que je pensais aux autres petits tableaux qu'il avait tout autour encore sur le mur. Ça m'a pas tellement choquée. Ce qui me faisait peur, c'était les sœurs. Parce qu'elles n'acceptaient déjà pas la chapelle. Alors le chemin de croix, c'était plutôt difficile à avaler. Alors je suis restée un bon moment devant ce chemin de croix. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Et puis, je suis revenue, il était couché, je suis revenue à son lit et on parle d'autre chose. Il ne me parle pas du chemin de croix. Puis au bout d'un moment, sans me regarder, il craignait quand même, hein, parce que sans me regarder, il m'a dit, et le chemin de croix, comment vous le trouvez? Monsieur, vous avez fait un chemin de croix tout à fait différent de la Vierge et de Saint-Dominique. Il m'a répondu, mais Sœur Jacques, c'est un drame. Et c'est le drame qu'il a voulu représenter. Et je sais que quand il dormait, tout d'un coup il se réveillait et il disait, mon Dieu, ce qu'il a souffert. Il a fait un chemin de croix, un chemin ascensionnel, de manière à se déplacer de droite à gauche et de gauche à droite. Ce qui m'a gênée, c'était la simplicité des dessins, alors que j'avais vu des dessins beaucoup plus poussés, c'était beaucoup plus réel, tandis que là, c'est simplement des lignes. Alors je lui ai dit, monsieur, je reviendrai vous le dire parce que franchement, il faut que je réfléchisse. Et puis je suis revenue quelques jours après, je lui ai dit, bon, mais ça va, vous pouvez y aller, ça va. Allez-y. Les inquiétudes de Sœur Jacques étaient bien fondées. Les critiques venaient de tous côtés. Ça crochetait partout. Mère Gilles ne voulait pas, et puis elle se disputait avec le frère. Le frère
s'entendait plus ou moins bien avec Matisse. Alors, ce qui fait qu'il y a eu des accrochages un peu partout. Alors, il fallait essayer de ne pas faire casser les affaires. Si on voulait la chapelle, il fallait que ça marche. Ça n'a pas été facile. Et je ne dis pas tout. Il y avait une opposition de la communauté, il y avait une opposition des visiteurs qui venaient et ils en bougonnaient puis ils sont partis. Il y a eu même des prêtres. Oui, oh ben ça c'est sûr. Hein. Surtout qu'à l'époque où c'était, on n'était pas habitué à ces choses modernes. Et les sœurs encore moins. Oh, aïe, aïe, aïe. La passion et l'engagement de Matisse ne diminuèrent jamais. La dévotion de sœur Jacques ne fut jamais ébranlée. La chapelle continua de s'élever dans toute sa splendeur. Ceci est mon corps livré pour vous. La vision qu'avait Matisse de la chapelle n'était pas limitée à sa construction et sa décoration. Il imaginait sa chapelle en pleine activité, avec les voix douces des sœurs, le blanc et le noir de leurs robes contrastant avec les vêtements de fête aux couleurs éclatantes qu'il avait créés pour les prêtres. Vous m'avez parlé tout à l'heure que tout à fait au début, c'est Matisse qui avait peint, ou il n'avait pas peint, mais il a choisi les gouaches. Alors, racontez-moi comment alors, cela s'est passé. passé. Les gouaches, et puis alors moi je venais, et puis je peignais le tissu, les gouaches sur le papier. J'étais pas toute seule, parce que quelquefois il y avait d'autres qui étaient là, mais enfin la majorité c'est moi qui les ai peints. Alors sur du grand tissu de papier de dessin, la grande feuille, et je peignais. Et tout ça a été découpé. Alors on a découpé exprès pour trouver les ornements. Tac, tac. Et là, regardez. Tac, tac, tac. Le Christ, il l'a sculpté en terre et il l'a fait couler après. Ça, c'est comme ça que ça se fait d'ailleurs. On fait la statue puis on la fait couler. Je crois que tout le monde plus ou moins l'a accepté. Tout au moins, ça, je n'en ai pas entendu dire. Mais j'ai pas été étonnée parce que c'était le style de Matisse là. L'autel aussi est spécial avec la pierre. Il a choisi la pierre de rogne qui ressemble à du pain, le pain bis. C'est pour ça qu'il avait choisi cette pierre. C'est un aggloméré, d'ailleurs il y a beaucoup de coquillages dedans, on le voit. Et c'est symbolique, et je trouve que c'est très beau. Et alors on a eu le problème de placer le tabernacle,
À un moment donné, on le voulait suspendu. Et puis alors, à la fin, on a fini par se décider de le mettre dans l'autel, que ça fasse corps avec l'autel. Et je trouvais que c'était bien. Matisse aimait beaucoup les anémones. Et c'est ces fleurs-là qu'il a choisies pour faire les chandeliers. Alors, il avait ces anémones sur sa table et il a décidé les chandeliers d'après la fleur de l'anémone. Vous voyez? Voilà la fleur. Et puis alors ceci, c'est ces petites boules qu'il a voulu représenter. Bien sûr, c'est stylisé. Hein. Matisse avait dans sa chambre une tenture de rocaine. Et il s'est inspiré pour faire la porte du confessionnal. Et je la trouve très belle, cette porte du confessionnal. Ce qu'il y a de remarquable, c'est que à travers cette porte, l'éclairage est tout à fait différent. Alors, de temps en temps, il est bleu, de temps en temps, il est rose. Et je la trouve très très belle. La chapelle fut consacrée le 25 juin 1951. Matisse était trop malade pour assister à la cérémonie, mais il fut officiellement représenté par le père Couturier, le prêtre dominicain qui avait fait entrer l'art moderne dans les églises françaises après la guerre. Après 4 longues années d'attention constante, Matisse éprouva une très grande satisfaction à voir la chapelle terminée. Il a eu un moment d'euphorie. Il était très content de faire cette chapelle. Très, très content. Quand il est venu pour assister à l'office à la chapelle, eh bien, il était heureux parce que au moins la chapelle servait à quelque chose de ce qu'il voulait. Au culte. Et un jour, en riant, je lui ai dit, on en refait une autre? Ah, ça non alors. Sœur Jacques, entre vous et Matisse, s'est passé quelque chose de vraiment extraordinaire. Comment vous expliquez ça? Je crois qu'on s'aimait bien tous les deux, voilà. Il y a une question de ça, d'affection, oui. Mais c'était réciproque. Oui. Je l'aimais bien. Peut-être pas la manière qu'il m'aimait lui, mais enfin, je l'aimais bien. C'est une photo sur mon bureau. Dans un certain sens, vous savez, les grands amours de la vie, ça pourrait être un amour comme vous avez eu pour lui. Oui, je dis pas non. Alors vous direz que c'était un grand amour, même dans le sens que vous étiez religieuse, parce que le fait que ça reste avec vous de façon tellement importante. Oui, enfin, je n'appelle pas ça amour, j'appellerais plutôt affection, reconnaissance, des choses comme ça. Il y a toujours cette ambivalence entre... Eh bien oui. Même pour vous, parce que vous dites, peut-être je ne l'ai pas aimé de la même façon qu'il m'aimait. Eh bien oui, parce que la force qu'on me le dise, je vais finir par douter de... Malgré la relation privilégiée qu'elle entretenait avec Matisse, 1 an après que la chapelle fut terminée, sœur Jacques-Marie décida qu'elle ne pouvait plus rester à Vence. J'ai quitté Vence en 1952. Parce que, voilà ce qui est arrivé, je me suis cassé la jambe à Monteil. Et j'y suis restée pendant plusieurs mois. Et à ce moment-là, j'ai demandé mon changement de Vence. Non pas pour Matisse, mais à cause de ma supérieure, que je ne pouvais pas rester à Vence comme ça. Seulement, j'aurais su qu'il n'avait pour peu de temps pour vivre, que je serais restée quand même. C'est sûr. J'ai patienté tant que j'ai pu. Hein. Pendant plusieurs années. Tout le temps de la chapelle. Et un petit peu plus même. Son départ causa une immense tristesse à Matisse qui l'implora de revenir à Vence, disant que la chapelle n'était pas complète sans sœur Jacques. Sœur Jacques fut nommée directrice d'une maison de réadaptation dans le petit village basque de Bidart. Mais elle n'a jamais abandonné Vence, sa responsabilité pour la chapelle ou les souvenirs précieux de ses relations avec Matisse.
La dernière fois que je suis allée voir Baptiste, peut-être 2 mois avant sa mort, moi je savais que c'était la dernière fois que je le voyais. J'avais vu changer et il avait vieilli, il était... Oui, c'était plus le même homme quand même. Mais je savais que c'était la dernière fois. Mais ça a été un bon moment quand même, vous voyez, parce que c'est vraiment le moment où vraiment il disait ce qu'il pensait. Il m'a pris la main, on a parlé la main dans la main, vraiment, vraiment cœur à cœur. Hein. Ça, c'est un moment merveilleux pour moi. Moi, ce que Mathis a fait, ce que nous avons fait ensemble, c'était quelque chose de formidable parce que c'était un travail en commun, un travail il s'est donné entièrement, il s'est donné entièrement pour faire cette chapelle. Hein. Et 50 ans plus tard maintenant, quand vous réfléchissez, est-ce que vous dites toujours que vous ne servez qu'à Trait d'Union? Oui, je crois. Oui, je suis quelqu'un de Trait d'Union. Je ne glorifie pas de la chapelle. Bien sûr, je l'aime bien, c'est sûr, mais je ne peux pas dire que j'en tire une gloriole, que j'en suis orgueilleuse. Non, absolument pas. Absolument pas. J'ai fait mon devoir. Voilà. Et un très beau devoir. Et un très beau devoir. Eh bien, c'est déjà pas mal d'avoir fait son devoir jusqu'au bout. Sans doute vous êtes allé à son enterrement. Ah, certainement pas. On m'a pas voulu que j'aille à l'enterrement. La prière générale m'a interdit d'y aller. C'est complètement ridicule. Enfin, j'y suis pas allée. Je crois que la famille l'a un peu trouvé drôle. Mais qu'est-ce que vous voulez? On m'avait interdit. Et vous avez demandé l'autorisation d'y aller? C'est pas la peine, on m'a dit que je n'y allais pas. Non, ils avaient devancé la question. Ah ben moi, ça m'a fait de la peine parce que j'aurais quand même aimé y être. Mais enfin, c'est comme ça. J'aimerais qu'on aille sur le tombeau de Mathis quand Oh oui, j'ai toute vous m'aiderez à descendre parce que je ne pourrais pas descendre. On apportera des fleurs. D'accord? Des anémones. Les animaux, il aimait beaucoup les animaux. Bon.